La santé n'a pas de prix, dit-on. Et pour nous permettre d'être en bonne santé, nous avons parfois besoin de l'intervention des chirurgiens. C'est pour ça que nous sommes là ce matin autour du thème « Devenir chirurgien, comment y parvenir ?» Bienvenue à vous, chers amis, à cette belle activité organisée par l'ONG Béné Excellence avec l'appui de la Fondation Vallée pour nous orienter afin que nous puissions faire des choix, de bons choix sur le plan professionnel. Nous allons donc recevoir pour vous des invités que vous allez certainement aimer, que vous connaissez certainement. Et sans plus tarder, nous allons commencer à les recevoir ici. Celui que nous allons recevoir comme premier panéliste de ce numéro du magazine L'Invité est médecin généraliste à la base. Il est spécialiste de la chirurgie digestive, spécialiste de la médecine du sport, et d'ailleurs il aime beaucoup le sport. Il est actuellement le chef-service des urgences polyvalentes au centre hospitalier d'Alada. Aidez-moi, chers amis, à accueillir avec des applaudissements bien mérités le docteur Gifrid Morel Seto. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, docteur. Comment allez-vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous avez déjà à dire à notre public? Merci d'être là ce matin. Je pense que nous avons passé un très bon échange. Merci. Installez-vous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Un médecin peut en cacher un autre. Celui que nous allons recevoir à présent est également un médecin généraliste à la base. Mais lui, il aime beaucoup les enfants. Donc, il est spécialiste en chirurgie pédiatrique. Nous allons accueillir avec des applaudissements bien nourris le docteur Serge Métiongbe. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Un mot. Merci, je pense qu'on va passer aussi un très bon moment. Merci. Merci. Installez-vous. Alors, celui que nous allons recevoir à présent, je n'ai pas besoin de le présenter, mais je vais quand même faire l'exercice. Un papa, un tonton que nous aimons beaucoup, un doyen de la médecine. Alors, il est médecin chirurgien, directeur général de la médecine hospitalière et des explorations diagnostiques au ministère de la Santé. Enseignant à la FSS, il est praticien hospitalo-universitaire au CHD Ouémé Plateau. Il aime beaucoup le sport et le chant. Nous allons accueillir avec des applaudissements bien nourris ce grand amoureux du sport et du chant, le professeur Francis Tossou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, professeur. Bonjour, Madame Padoulou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors, un mot à l'endroit de notre public. Oui, je suis un peu surpris qu'on me présente comme un doyen, parce que il n'y a pas longtemps, pas si longtemps que ça, moi-même j'appelais d'autres doyens. Alors, je crois que la roue de l'histoire tourne. Tout à fait. Il faut accepter sa situation. Et j'accepte donc et je suis très heureux de me retrouver parmi cette jeunesse forte et puissante. Et nous vous remercions. Alors, installez-vous confortablement. Merci. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, à nouveau, bonjour à vous, cher public. Et donc, pendant que nous préparions ce numéro, nous avons promené notre micro. Nous avons réalisé un micro-trottoir. Si la technique est prête, nous allons suivre l'élément. Merci. Pour moi, le chirurgien, c'est quelqu'un qui fait des opérations sur le corps humain, qui opère, c'est-à-dire fait des auscultations et travaille sur un organe afin de le réparer. C'est un métier qui consiste à travailler au fait sur le corps. Des médecins qui travaillent sur le corps. D'habitude, quand il y a un problème physique, genre, eux, ils arrangent ça.
Mais je ne veux pas désigner par mes dentistes parmi les chirurgiens, c'est différent je crois. Mais la chirurgie d'abord ça consiste d'abord avant tout à revoir le corps. Bon, c'est le métier, en général c'est ce que j'ai compris dessus. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Selon moi, un chirurgien, c'est quelqu'un qui sauve. Grâce à un chirurgien, on peut éviter assez de maladies, comme peut-être le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein. Donc, un chirurgien fait assez de choses quand même, il sauve la vie. Le chirurgien, c'est quelqu'un qui opère. Par exemple, si quelqu'un est blessé gravement, il peut faire la chirurgie. La chirurgie au Bénin, on ne peut pas dire que ce n'est pas vraiment développé. C'est juste qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre nos objectifs. La chirurgie au Bénin, bon, je ne saurais dire grand-chose, mais je sais qu'il y a des chirurgiens, j'ai des amis qui sont en train de suivre la formation au Bénin. En termes d'équipement, je ne sais pas si le Bénin est vraiment en avance, mais je pense que l'hôpital de zone qui est en train d'être fait un grand pas pour le développement de la chirurgie au Bénin. Particulièrement au Bénin, le métier est un métier qui est banalisé. Donc, ce n'est pas un métier qui est vraiment pris en compte comme ça se doit. C'est un métier qui est vraiment banalisé et puis ça cause assez de dégâts. Et chez nous, par exemple, nous faisons des épisotomies, c'est-à-dire on coupe la femme lorsqu'on voit que l'enfant ne pourra pas sortir normalement. Donc, nous les sages-femmes, on essaie de faire de notre mieux. Mais s'il y avait des moyens nécessaires, par exemple la chirurgie avec tout ce qu'il fallait avoir, on n'aurait pas à nous gêner autant. Parce que chez nous, ce n'est pas notre métier. Dans notre métier, ce n'est pas à nous de couper ou de faire quoi que ce soit. Donc si l'État pouvait aider les chirurgiens dans leurs travaux en leur donnant les matériaux nécessaires pour qu'ils puissent aider vraiment la population, ce serait mieux. Voilà ce que les uns et les autres pensent de la chirurgie. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Nous allons commencer par le docteur Serge. Merci madame, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce que la population en général, et je pense que dans l'élément qui est passé, il y a quand même un ou deux professionnels de la santé. Je pense que les gens ont quand même une très bonne appréhension de la chirurgie. Il y a beaucoup de choses qui sont justes, mais on donnera quand même assez de précision au cours. Tout à l'heure. Ouais. Merci à vous. Alors docteur Morel. Oui, j'irai dans le même sens que mon prédécesseur. Oui. Je pense qu'à travers le visuel, on a vu quand même que la population a une idée globale de ce que c'est que la chirurgie. Donc, je vais compléter en disant la chirurgie, c'est cette branche de la médecine qui va utiliser qui va s'aider d'interventions, soit manuelles, soit instrumentales, pour pouvoir diagnostiquer, traiter une maladie. Et de plus en plus aujourd'hui, pour pouvoir modifier l'apparence. Je veux parler en termes d'esthétique, de plus en plus il y a de la chirurgie esthétique. Donc, globalement, voilà un peu ce que je peux dire quand on parle de la chirurgie. Merci à vous. Alors, professeur. Oui, pour ce qu'ont dit ceux qui ont fait le radio-trottoir, ils ont raison pour leur niveau d'information. Il faudra compléter et être plus précis. La chirurgie, ce n'est pas que faire des opérations. Avant d'en arriver là, il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut parcourir pour le diagnostic et ensuite prescrire l'intervention chirurgicale qui doit avoir lieu avant de la poser. Alors, partant de là, je reste avec vous. Qu'est-ce que la chirurgie, professeur? Étymologiquement, la chirurgie vient du mot grec. Le mot chirurgie vient d'un mot grec, kérogia, kéir pour la main et ergon pour le travail. Donc en fait, le chirurgien, c'est quelqu'un qui est censé travailler avec la main. C'était la première définition. Mais on sait aujourd'hui qu'on peut placer la chirurgie en deux parties, disons. Une partie dite petite chirurgie qu'on peut réaliser avec
enfin, très simplement en ambulatoire, sous anesthésie locale, donc de petits gestes comme traiter une plaie, une brûlure, inciser un abcès. Donc c'est pas petite chirurgie, mais ce n'est pas affaire pas de petits chirurgiens. Et puis il y a la chirurgie proprement dite qui a besoin de matériel plutôt lourd. Donc en fait, comme l'a dit Jeffy tout à l'heure, c'est qu'il faut des instruments pour inciser, recoudre, remplacer, arranger les organes au niveau de l'organisme. On peut dire que c'est de l'art. Ah oui, on peut dire ça. Merci à vous. Alors, docteur Morel, c'est qui le chirurgien? Bon, il va sans dire que le chirurgien, c'est ce médecin spécialisé dans le domaine de la chirurgie, tout simplement. Tout simplement. Docteur Serge? Oui, effectivement, le chirurgien, d'abord, il est un médecin. Ensuite, il a fait une spécialisation qu'on appelle la chirurgie. Maintenant, il y a différents types de chirurgie. Donc, il s'est spécialisé et il opère. Donc, il fait d'abord le diagnostic, il indique ou non la chirurgie, il fait cette chirurgie si nécessaire et ensuite il suit le patient pour voir s'il y a des complications. Il suit ce patient pendant longtemps si nécessaire. Et effectivement, donc voilà le chirurgien, ce qu'il fait de façon globale. Alors, ça veut dire que le chirurgien a 3 rôles importants, principaux à jouer. D'abord, il opère, ou bien avant l'opération, il indique s'il faut ou non la chirurgie, c'est ça? D'abord, il pose le diagnostic. Il consulte le patient. C'est la première étape. Voilà, donc le patient vient le voir pour des plaintes données, pour des situations données, des pathologies données. Et lui fait la consultation en bonne et due forme, il examine, s'il a besoin de bilan complémentaire, il demande, et dès qu'il a ces bilans et tout ce qu'il faut, à l'issue donc de ce bilan, il aura un diagnostic, et donc c'est à partir de ce diagnostic qu'il indique s'il faut opérer véritablement ou pas, quels sont les moyens les plus appropriés pour ce patient bien spécifique, dont le contexte est vraiment spécifique. Une fois qu'il a spécifié cela maintenant et que le patient a réuni tout ce qu'il faut, les conditions sont réunies. Donc c'est aussi un élément important parce qu'il n'est pas le seul à intervenir. Il y a l'anesthésiste, il y a l'infirmier du bloc opératoire, il y a l'aide-soignant, il peut faire appel à d'autres spécialistes. Donc en tout cas, il a la tête d'une équipe qui l'organise et l'intervention doit être donc assurée. Et une fois que l'intervention est assurée, maintenant, il indique ce qu'il faut faire après l'intervention, donc le post-opératoire, tous les soins qu'il faut, quand est-ce que le patient doit sortir, quand est-ce que le patient doit manger, tout un tas de choses qu'il doit indiquer. Après cela, ce n'est pas terminé. La surveillance, c'est un élément vraiment indispensable dans le rôle du chirurgien, dans la responsabilité du chirurgien. Il surveille attentivement, parce que s'il y a des complications, c'est à lui de les prendre en charge. Et puis enfin, il fait un suivi à long terme. Merci. Alors, professeur, vous êtes enseignant. Dites-nous, comment peut-on devenir chirurgien? Il faut combien d'années d'études pour devenir chirurgien? Bien sûr, comme pour plusieurs disciplines ou matières ou spécialités ou professions, il faut beaucoup d'années d'études. Mais ici, tout commence par le baccalauréat déjà. Il faut avoir son baccalauréat et à partir de là, entreprendre des études de médecine générale. Et ici au Bénin, on est appelé à finir ces études de médecine générale. Elles durent 7 ans chez nous. Et ensuite à entreprendre les études de chirurgie. Quand on parle de chirurgie, bien sûr, il y a des spécialités en fonction des organes auxquels on est appelé à toucher. Des organes qu'on est appelé à toucher. Donc on a la chirurgie traumatologique, la chirurgie viscérale, la chirurgie générale, la neurochirurgie. Et donc en fonction de ces spécialités-là, on fait, après le doctorat en médecine, on fait 4 ou 5 ans. Merci à vous, professeur. Nous avons déjà commencé, le professeur a commencé du moins à parler des spécialités en chirurgie. Alors, docteur Morel, quelle est votre spécialité? Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques minutes? Quelle est la particularité de votre spécialité? Ma spécialité, c'est la chirurgie générale. Et la particularité, je dirais, c'est une chirurgie polyvalente.
parce qu'au cours de la formation, nous parcourons différents domaines chirurgicaux. Donc nous sommes amenés à faire des stages en traumatologie, en chirurgie pédiatrique, en chirurgie urologique, en gynécologie également. Ce qui fait qu'au terme de la formation, nous sommes habilités à travailler dans des services d'urgence. D'accord, merci à vous. Alors, docteur Serge? Moi, je fais de la chirurgie pédiatrique. Bien sûr. C'est un domaine... Pour n'opérer que les enfants, c'est ça? Oui. C'est un domaine qui est passionnant parce que nous travaillons sur les enfants. C'est vrai, les autres chirurgies sont passionnantes aussi, mais imaginez un enfant qui naît aujourd'hui sur lequel il faut intervenir, opérer. Donc, voilà, c'est ce domaine-là que moi j'aborde. Donc, dans ce domaine, effectivement, pour le moment, c'est encore de la chirurgie pédiatrique, je dirais un peu générale, parce qu'on fait de la viscérale pédiatrique, de la traumato-pédiatrique, de l'orthopédie pédiatrique, de l'urologie pédiatrique. Moi, particulièrement, j'affectionne l'urologie pédiatrique, la viscérale pédiatrique. Merci. Alors, professeur, je suis à vous. Quelle est la particularité du professeur, la spécialité, et pourquoi avoir fait ce choix également? Bon, je suis aussi chirurgien généraliste à la base. Professeur de chirurgie générale. Autour de la chirurgie générale, on est vraiment libre, quoi. On peut faire exactement ce qu'on veut, on peut intervenir de la tête aux pieds, dans tous les sens, à condition de savoir le faire, d'avoir appris à le faire. C'est ce qui est important. Qu'est-ce qui explique quand même qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes dans le domaine? Est-ce que c'est le fait de rester debout pendant longtemps à opérer? Qu'est-ce qui explique ça? Ou bien c'est le fait de rester à la garde, laisser la famille? Mais non. Vous savez autant que moi que les femmes sont beaucoup plus travailleuses que les hommes. Donc si c'est pour rester debout, non, je ne crois pas que ce soit ça. C'est qu'au départ, on pense souvent qu'il y a des métiers d'hommes et d'autres de femmes. C'est ce qu'on pense. Et vous savez très bien que ce n'est pas vrai. D'accord. Merci à vous. Alors, docteur Morel Seto, est-ce qu'il y a des avantages à être chirurgien? Le chirurgien est-il bien payé? Voilà la question. Oui, c'est une question, je vais dire, le qualificatif, bien, c'est relatif. Ça dépend des attentes de chacun. Oui. Mais je pense déjà que le chirurgien, comme tout autre spécialiste, quand même, il est à l'abri des besoins que je peux appeler les besoins basiques. Merci à vous. Alors, professeur, est-ce que vous avez un regard comparatif de la chirurgie chez nous, en Afrique et plus précisément au Bénin et en Europe, un regard comparatif? Qu'est-ce que vous avez à dire quand vous observez un peu comment ça se passe ici et à l'extérieur? Pour dire vrai, je suis bien heureux d'être ici parce que être ici m'oblige à réfléchir. Pour traiter, pour opérer, il y a beaucoup de matériel. Aujourd'hui, on ne fait plus tellement de grandes incisions pour opérer, notamment dans le ventre. On le fait par cellulio-chirurgie. On met une caméra, des petites pinces et on opère. Voilà, c'est un peu mieux. Même ici, on continue à faire de la parotomie. Oui. Bon, c'est vrai, hein. De plus en plus, les jeunes vont et viennent avec la technologie. Ils ne demandent qu'à être équipés pour pouvoir procéder à des actes pointus. Et ça a commencé déjà. Il y en a à Porto Novo, un appareil de cellulio-chirurgie. Il y en aura au centre hospitalier international de Calavi avant la fin de l'année. Il y en a aussi à NHU également dans certains domaines. Donc, ça vient progressivement. Nous nous modernisons et je suis bien content d'être resté pour participer à cette modernisation de la chirurgie chez nous. C'est important. Merci à vous et merci pour tout ce que vous faites également pour quand même l'avancée des choses dans notre pays. Bien sûr, si vous permettez, je voudrais compléter quelques éléments qui font la différence entre la chirurgie ici et la chirurgie en Europe. J'espère qu'on trouvera la solution très prochainement. Alors, en Europe, ce qui est très facile pour les gens, c'est que le patient vient, tu n'as pas à réfléchir à ses moyens, les moyens dont il dispose,
ou les moyens dont toi tu disposes forcément pour pouvoir le prendre en charge. Parce qu'il y a la sécurité sociale qui est là, tu peux demander tous les bilans qu'il faut pour lui, tu vas les avoir et ceci très très rapidement. Mais ici, quand tu vois un patient, tu dois d'abord s'assurer qu'il a les moyens de pouvoir faire rien que les bilans, de pouvoir aller à l'intervention. Il y a des tas de patients qu'on voit, notamment chez les enfants, hein, des tas de patients qu'on voit. On pose le diagnostic, on arrive à poser le diagnostic finalement, on indique une intervention chirurgicale à faire et par manque de moyens financiers, justement, l'intervention ne se fera pas. Même si c'est indispensable, franchement, ça ne se fait pas. Donc, il y a cet aspect financier. Et là, je vais, comme le professeur Doussou est là, il fait partie, il est au ministère. Et donc, on voudrait bien que l'assurance maladie universelle soit mise en place et que tout le monde puisse avoir véritablement accès très facilement à la chirurgie si nécessaire. Ce n'est pas qu'on en abusera, mais c'est si vraiment c'est indispensable. Je pense que le professeur a entendu. Oui, les choses sont en place, les choses sont en cours. Par le biais de toute façon, c'est même obligatoire maintenant. Hein, il y a l'assurance maladie obligatoire qui a été votée qui est dans une loi votée par les députés en 2021. Ça fait déjà 3 ans que toute personne résidant au Bénin est obligée d'avoir une assurance maladie. Et donc, si nous n'avons pas d'assurance maladie, nous sommes sous le coup de la loi. Et tout employeur a l'obligation d'assurer son personnel à ses frais. C'est ce qui est écrit dans la loi. C'est la loi 2020-37 du 3 février 2021. Donc, vous pourrez, c'est sur le site du gouvernement, c'est à libre accès. Assurance maladie obligatoire pour tout le monde. Donc, c'est une façon de prendre le problème pour le résoudre. On sait très bien que ça va mettre du temps. Mais la loi est déjà là et il faut faire en sorte de se conformer à la loi autant que faire se peut. Merci à vous, professeur. Nous sommes pratiquement à la fin de cette toute première partie. Nous allons déjà faire un tour vers M. Morel. Dites-nous, docteur, vous avez peut-être un jeune frère, une jeune sœur qui est prêt à entrer dans le domaine. Est-ce que vous pouvez lui donner, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil déjà? Alors, la première question que je vais lui poser, c'est de savoir si vraiment il est motivé. Parce que quand il y a la motivation et la détermination, il n'y a vraiment plus d'obstacles. Parce que c'est une formation, je ne vais pas dire rude, mais il faut vraiment de la détermination. Et s'il y a cet élément, je pense que tout ce que j'ai à faire, c'est de l'accompagner. Que voilà, ça se passe. Merci à vous. Nous avons fini la première partie de ce magazine. Vous savez, à Bénin, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages. Et ce matin, nous avons prévu pour vous des livres de chirurgie. Nous allons donc nous rapprocher pour faire un choix de livres. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Bénin Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier nos laboratoires de langue où tu pourras bien parler anglais, espagnol et allemand. Tu peux surfer sur nos wifi de Godomé à Calavi. Alors, le temps que nos panélistes se préparent pour l'exercice, et qu'on revienne dans 5 minutes, nous allons inviter ici M. Jérôme Sanon, responsable du laboratoire d'anglais de la Bibliothèque Bénin Excellence de Godomé. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour nous parler un peu du laboratoire d'anglais de Bénin Excellence, de tout ce que nous offrons à nos bibliophiles. Professeur, bonjour. Bonjour Madame Padou. Comment allez-vous? Très bien, vous? Merci, ça va. Merci. Alors, parlez-nous un peu du laboratoire d'anglais, comment ça fonctionne, comment ça se passe, et voilà. Merci. Merci beaucoup. L'anglais, c'est une langue qu'on ne présente plus aujourd'hui. Elle s'impose à nous tous comme un fait social. Et c'est dans cette optique d'idée que
la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, en partenariat avec l'ONG Bénin Excellence, ont construit 2 laboratoires d'anglais. Un sur le site de Godomain et un autre sur le site de Calavi, qui, pour aider tout le monde, tous ceux qui aspirent à atteindre l'objectif de langue, à se préparer et à apprendre. Le laboratoire accueille toutes les tranches d'âge. Nous avons 3 vagues de cours par an. 3 vagues de cours par an. Actuellement, nous sommes dans la 2e vague de cours. Et les cours c'est des cours communicationnels. Nous mettons à parler directement. Parce que personne n'a le niveau nul en anglais au Bénin. Lorsque quelqu'un vient pour s'inscrire, il s'inscrit, on lui fait un test de niveau. Le test de niveau pour dire quoi? Qu'on ne met pas tout le monde ensemble. Et il y a 6 niveaux au total dans le processus d'apprentissage de la langue selon le cadre européen commun de langue. Alors, professeur, la prochaine vague, c'est pour quand? Ça démarre quand? Oui, la 2e vague a commencé maintenant le 7 mai passé. Le 7 mai. Et ça finit le 10 août. Et les inscriptions pour la prochaine vague commencent le 12 août en même temps jusqu'au fin août. Et la 3e et la dernière vague de l'année commence en septembre. Et c'est une formation gratuite, naturellement? Gratuite, naturellement. Qui vient à Bénin, il en sait que c'est gratuit. Tout ce que nous faisons est gratuit. On n'a plus besoin d'en parler. Et c'est une formation qui dure sur 14 semaines. Dans 14 semaines, vous pouvez vous améliorer et avoir un bon niveau en anglais. Et pour ceux qui sont habitués à la FSS, quel est le programme réservé à FSS ici, il y a un club d'anglais. Et il y a un club d'anglais qui se voit, qui s'organise, qui se rassemble ici 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, et histoire de toujours les aider. Les mouler dans la langue. Voilà. Et moi, je pense que le club est encore beaucoup mieux qu'un laboratoire. Un club est encore beaucoup mieux parce qu'un club, c'est un réseautage. Les choses qu'on dit, on dit 2 en 1. Le club, c'est 2 en 1. Mais avec le cours, ils ont les notions de grammaire. Le club est que nous sommes au Bénin et nous sommes dans un pays francophone. On n'a pas des gens avec qui parler. Mais lorsque vous venez au club, vous voyez des gens qui parlent mieux que vous. Vous voyez des gens qui parlent moins que vous. Et maintenant, quand les gens qui parlent mieux que vous dites, ah, ça c'est mon objectif, je veux parler comme lui, je veux parler comme lui, je veux parler comme lui. Et je commence à réseauter avec eux. Je commence à faire un cercle d'amis en anglais. Et c'est ça qui propulse rapidement. Alors, une dernière préoccupation, professeur, parlez-nous du programme spécial des enfants pour les vacances. Oui, les enfants de CI jusqu'en terminale, c'est vrai qu'en milieu, en moment académique, le temps académique, ils n'ont pas le temps de venir au laboratoire. Et donc, nous avons prévu un temps pour eux dans les vacances qui dure 2 mois, le mois de juillet et le mois de août, qui leur permet de s'initier à la langue. Lorsque vous initiez votre enfant à la langue anglaise aujourd'hui, et il ne perd pas le goût, il grandit avec le goût. Vous voyez, il grandit avec ça. Ça va changer. Et il va grandir avec l'anglais. Donc, juillet et août, nous accueillons tous les enfants de CI jusqu'en terminale pour leur donner le goût de l'anglais. Merci à vous, professeur. Nous allons le raccompagner sous des applaudissements bien mérités pour toutes ces belles explications. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, si nos panélistes sont prêts, nous allons commencer l'exercice. Docteur Serge, vous allez commencer. Ça vous inspire? Moi, j'ai choisi un livre. Est-ce que vous pouvez montrer à la caméra, s'il vous plaît? Ouais. J'ai choisi un livre en neurologie pédiatrique. C'est vrai que dans le lot, il y a un livre de chirurgie pédiatrique que je connaissais déjà. Donc je ne me suis plus accaparé de ça. Mais en chirurgie pédiatrique, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'adore l'urologie pédiatrique. Actuellement, je fais beaucoup de valves, de résection de valves par justement endoscopie.
je fais beaucoup de choses par endoscopie du point de vue urologie. Donc quand j'ai vu ce livre, ça m'a intéressé parce que ça intéresse l'urologie. C'est vrai, c'est de l'urologie adulte, mais moi je vais tirer ce qui est nécessaire dedans. Et puis c'est une édition qui n'est pas très très loin, c'est 2020. Donc c'est pas mal, je remercie à la Fondation Vallée. Merci à vous. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, pour les livres qui sont disponibles ici. Merci. Et je pense que normalement, si les gens sont bien informés, ils pouvaient facilement en profiter. C'est ça. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, docteur Morel, vous avez choisi quel livre? Le livre que j'ai choisi est intitulé La chirurgie viscérale et les secrets du système digestif. D'accord. C'est fait en langage facile pour permettre à la population de comprendre qu'est-ce que c'est que la chirurgie. Donc ce n'est pas forcément pour les médecins? Non, ce n'est pas forcément pour les médecins. C'est fait dans un langage vraiment terre à terre pour permettre à tout un chacun de comprendre ce que c'est que la chirurgie viscérale. Et je pense qu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, dans le système sanitaire au Bénin, avant d'opérer un patient, il faut requérir son consentement. Et donc je pense que de pareils documents, si c'est vulgarisé, ça va vraiment nous aider déjà. Ça permet aux citoyens aussi de savoir comment s'y prendre. Exactement. Merci à vous, docteur Seto, professeur. Vous avez choisi quel livre? J'ai choisi un ouvrage à la hauteur de mon ancienneté dans le domaine de la chirurgie. Là, c'est 50 ans de pratique chirurgicale. Juste parce que, enfin, on peut dire que mon avenir est derrière, quoi. Bon, mais il me reste encore 20 avant d'atteindre les 50 ans. Pour le moment, j'ai fait juste une trentaine d'années de chirurgie. Et ce qui m'a passionné ici, c'est vraiment une histoire que l'auteur raconte. L'auteur raconte son histoire, comment il est venu à la chirurgie. Et très honnêtement, j'ai lu les premières lignes. Son histoire et la mienne se ressemblent un peu. Et très sincèrement, j'ai envie, dans 20 ans, peut-être moins, d'écrire mes 50 ans de pratique chirurgicale. Pourquoi pas? Et nous serons très contents de participer à ce moment. Ah oui, je sens que ça sera passionnant. Merci, papa. Alors, ils ont réussi l'exercice. Nous tendons déjà vers la troisième partie de cette activité, la partie que le public aime le plus. Nous allons prendre les questions, les préoccupations, les apports. Pourquoi pas? J'aimerais savoir si, pour nous qui sommes en deuxième année de médecine, quand on sera en cinquième année de médecine, est-ce que ce sera effectif de pouvoir déjà choisir une spécialité, passer ce concours-là? Et si on arrivait à réussir ce concours et à être parmi ceux qui seront choisis, de pouvoir choisir la spécialité qu'on allait entreprendre déjà dès la sixième année? Oui, il faut déjà commencer à se préparer dès la deuxième année. Dès la deuxième année, justement, parce que la plupart des questions que l'on pose au concours, il faut avoir des souvenirs de sa deuxième année pour y répondre correctement. Parce que c'est en deuxième année qu'on fait de la sémiologie médicale, sémiologie chirurgicale ici. Et donc, il faut vraiment déjà apprendre, non pas pour passer l'examen seulement, mais apprendre pour retenir véritablement, pour qu'en cinquième année, à la fin de la cinquième année, quand vous allez passer le concours d'internat, vous puissiez répondre facilement. Pour avoir la facilité de faire le choix de ce qu'on veut faire, il faut être parmi les premiers, sinon le premier. Et puis au bout du compte, quand vous passez le concours, bon, ben, les meilleurs sont devant et choisissent ce qu'ils veulent pendant que les autres récupèrent ce qui reste. Est-ce qu'on peut d'abord se spécialiser dans d'autres domaines, par exemple en oncologie, avant de pouvoir se spécialiser en chirurgie oncologique? Ce n'est pas obligatoire de passer par la chirurgie générale avant de faire certaines choses. On peut faire, moi par exemple, je n'ai pas fait de la chirurgie générale. Moi, j'ai fait de la chirurgie pédiatrique directement. Donc, on peut accéder à la chirurgie pédiatrique directement. C'est vrai, la formation de neurochirurgie, par exemple, ce n'est pas directement ouvert ici, mais vous n'êtes pas obligé de passer par la chirurgie générale d'abord, avant d'aller en chirurgie, en neurochirurgie. Même si ces deux spécialités ont quand même des troncs communs. Ce que j'avais dit, c'est qu'il fallait finir sa médecine générale avant de choisir une spécialité chirurgicale
sauf dans le cas où on réussit au concours d'internat et qu'on passe dès la fin de la 5e année interne des hôpitaux. À ce moment, on n'est pas obligé d'avoir son doctorat en médecine avant d'être spécialiste. En lisant, j'ai entendu parler d'une pratique qu'on appelle l'euthanasie. Et je voudrais vraiment savoir en quoi cela consiste. L'euthanasie, c'est cette pratique qui consiste, pour parler de façon vulgaire, à abréger la souffrance du patient. Mais il y a des lois qui régissent cette pratique. Et au Bénin, cette pratique n'est pas autorisée. Ma deuxième question, c'est où est-ce que vous trouvez cette énergie, c'est-à-dire ce courage de pouvoir traiter des patients ayant des cas graves? Il faut aller puiser le courage dans les tréfonds de son ventre et essayer de faire ce qu'il faut pour réussir à sortir le patient d'affaire. On ne réussit pas toujours, bien entendu. Comme l'a dit Serge, c'est Dieu qui guérit. Mais nous, on a l'obligation de faire ce qu'on a appris à faire et de le mettre en pratique pour que la personne puisse recouvrer la santé. Et bon, quand ça marche, très franchement, c'est un bonheur. C'est jouissif, je vais dire. Je m'appelle Jonas Martin et je voudrais remercier tous les panélistes, le professeur et puis les docteurs. Bon, j'ai juste amené mes enfants pour les préparer au choix de métier. Et je pense que je ne le regrette pas. Vraiment, félicitations. Et merci beaucoup à papa pour les 30 années de sacrifice. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes pratiquement au thème de ce numéro de votre magazine, l'invité. Nous allons faire un tour de table. Nous allons demander au docteur Serge de nous donner quelques conseils à l'endroit peut-être d'étudiants en médecine, de jeunes amis, frères et sœurs qui nourrissent ce rêve de devenir médecin et chirurgien. Comment ils peuvent s'y prendre? Comment y parvenir? Alors, pour parvenir à être chirurgien, il faut d'abord de la détermination. Il faut une volonté forte, une volonté bien nourrie, une volonté ferme. Et il faut beaucoup de rigueur, la rigueur dans le travail. Donc, c'est cette rigueur dans le travail qui va vous amener à passer progressivement toutes les épreuves qu'il faut jusqu'à arriver en 5e année. Et je vous souhaite vivement de réussir le concours d'internat et donc de passer par la suite directement à votre spécialisation en chirurgie si vous avez une bonne place, un bon rang qui vous permet de choisir. Mais si vous ne réussissez pas le concours d'internat, vous obtenez votre doctorat et puis vous inscrivez directement dans le DES de chirurgie de votre choix. Alors le choix doit être fait de façon vraiment conséquente en fonction de ce que vous voulez réellement. Donc il faut faire un choix adéquat et ensuite suivre ce choix-là avec détermination, beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Et je dois dire que la chirurgie, ça ne s'apprend pas compagnonnage. Il n'est pas superflu. Quand bien même vous êtes, par exemple, en 3e année, en 4e année, vous savez que la chirurgie, ça vous intéresse. Vous êtes en 2e année, vous savez que la chirurgie, ça vous intéresse. Que pendant les vacances, ça j'en ai eu, et qui sont aujourd'hui en train de faire de la chirurgie, qui déjà partis de la 2e année, pendant les vacances, viennent dans un service de chirurgie pour faire un stage, aller au bloc opératoire, voir comment ça se passe, venir dans le service, aller en consultation, voir comment ça se passe. Ça vous permet de vous imprégner déjà, de voir est-ce que véritablement cela vous intéresse. Merci à vous, docteur. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, docteur Seto, des conseils, mais plus particulièrement à l'endroit peut-être des chirurgiens qui sont en service dans des zones reculées, qui n'ont pas forcément le confort. Bon, il n'y a pas totalement le confort également à Cotonou, mais cela manque plus de l'essentiel. Alors, un mot à l'endroit de ceux-là. Merci. Effectivement, c'est une réalité pour ceux qui sont dans les zones reculées, qui n'ont pas toujours tous les moyens qu'il faut pour pouvoir faire la bonne prise en charge. C'est simplement de leur dire courage et voilà. Comme le professeur l'a dit, parfois on est dans la merde, mais on doit puiser au fond de son ventre pour s'en sortir et après ça fait de nous des héros.
Donc, je leur souhaite simplement du courage. Et comme le professeur a dit, il y a plein d'actions qui sont en train d'être menées pour quand même pouvoir, dans tous les hôpitaux du pays, avoir de bons équipements pour le bien-être de la population. Merci à vous, Dr Morel Seto. Sous vos applaudissements également, merci. Alors, professeur, avec vous, on aura le mot de fin et des conseils également, si vous voulez bien. Merci. Oui, je veux bien. Et je reviens vers le livre du docteur Jean-Yves de la Caffinière, 50 ans de pratique chirurgicale, et je retrouve à la page 18, au bas de la page, une phrase qui dit l'essentiel de ce qu'on a dit aujourd'hui. Un chirurgien, je cite, « Un chirurgien n'est pas un technicien. C'est avant tout un docteur en médecine qui pratique une variété de traitements parmi d'autres. » C'est important à savoir. Page 18, au bas de la page. La chirurgie, pour l'expliquer en 2 mots, c'est d'abord de la médecine. C'est un choix de diagnostic, un choix de traitement, et la chance, enfin la différence entre le chirurgien et les autres, c'est que le chirurgien il est physiquement présent pour apporter la solution directement sur le corps de la personne. Il faut aussi savoir que pour faire de la chirurgie, il faut quand même avoir un peu de culture générale. Il ne faut pas non plus rester coincé dans le bloc opératoire et penser que la vie s'arrête là. Il faut voir un peu à l'extérieur parce que c'est un tout. Ce qu'il faut, c'est vraiment de la passion, c'est important. Il faut avoir la vocation de faire ce métier. Ne pas s'arrêter à la première embûche. Je vous ai raconté l'histoire de mon premier bloc opératoire. Il faut résister et continuer dans ce qu'on a envie de faire. On a parlé tantôt des inconvénients sur le corps, parce qu'on reste debout longtemps. Même assis, ce n'est pas la bonne attitude non plus, parce que quand ça dure, ça crée des problèmes sur le corps humain. C'est pour cela qu'il faut qu'un chirurgien essaye de prévenir, de préparer ses vieux jours. Il faut faire du sport. Il faut faire du sport parce que le métier que nous faisons, c'est un métier très physique. Et pour cela, il faut que son cœur fonctionne bien, que les vaisseaux sanguins travaillent bien, que les articulations soient bien entraînées. Et comme ça, on tient bon, on résiste aux difficultés, aux maladies professionnelles éventuelles qui vont venir. Et donc, voilà 2-3 choses que je peux conseiller. Bien sûr, ce que vous savez, c'est qu'il faut étudier. Hein. On n'est pas chirurgien. Un fainéant n'est pas chirurgien. Tu ne peux pas. Donc, il faut vraiment être studieux. C'est pas compliqué. C'est relire ses cours. D'abord, suivre les cours pendant qu'on les fait et non parler à la copine ou au copain qui est à côté. Il faut, dès qu'on rentre, relire ses cours, compléter, parce que ça va souvent vite au point où on n'a pas le temps de tout écrire. Donc, vraiment comprendre le cours et être prêt déjà dès le lendemain à répondre à une éventuelle interrogation écrite, même si on n'a pas d'interrogation écrite véritablement en faculté de médecine. Donc voilà, il faut travailler. Voilà. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à vous, chers panélistes, chers invités. Merci à vous, professeurs, pour la disponibilité, le temps consacré. Merci pour le partage d'expériences également. Et nous espérons que cela va aider beaucoup de nos jeunes frères et sœurs qui sont en chemin également pour devenir chirurgiens. Nous le souhaitons vivement. Alors, nous sommes au thème de ce numéro de votre magazine préféré, l'invité. Devenir chirurgien, comment y parvenir? Avec nos éminents panélistes ce jour, nous avons débattu de ce thème très intéressant et j'espère que vous, cher public, vous avez également aimé. Alors, si vous avez aimé, applaudissez très fort pour vous-même. Merci à vous. Et donc, nous en profitons pour vous dire merci pour le temps consacré. Nous disons merci à nos panélistes pour la disponibilité. Merci pour la disponibilité. Merci à toute l'équipe de Bénin Excellence qui organise le magazine L'Invité.
Merci particulièrement à l'équipe de la FSS qui nous accueille aujourd'hui. Merci à nos dirigeants de l'ONG Béné Excellence et de la Fondation Vallée. Merci à chacun et à tous. On se dit donc à très bientôt pour un autre numéro tout aussi intéressant, un numéro qui évidemment en juin portera sur l'éducation des enfants. Ce sera à la bibliothèque Béné Excellence de Godomé. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Si tu veux une chance, t'as qu'à juste venir chez nous. Rejoindre l'excellence pour ne plus rester à genoux.